Limité, nous avons 1 heure pour parler des options. Alors, déjà, je me présente, Georges Castel, donc 54 ans, 7 mois et 1 semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on m'a demandé mon âge. Marié, marié, remarié, total 6 enfants en tout. Et donc trader pendant 15 ans, de 86 à 2000. Donc j'ai commencé un peu comme André Malpel. J'ai fait donc du Matif, du Monep, Market. Bonjour Monsieur Lu, rentrez, rentrez. Promotion de 2017. Il nous vient de loin. Son frère m'appelle de Hong Kong. C'est ça un réseau international. Et donc j'ai fait ce métier. Venez, rentrez, venez là mes étudiants. C'était 13h30 en plus. Venez, mais rentrez, rentrez. Dans l'autre salle, il y aura beaucoup plus de place. Donc, comment, en 1 heure, peut-on parler des options? Ben, on va dire que c'est une quadrature du cercle. Donc moi, j'en ai fait 15 ans. Donc groupe Sucre et Denrées, groupe Général, la Banque Worms, de 86 à 2000. Donc on a connu, effectivement, lors de l'interview de tout à l'heure, les grands moments forts, ça a été pour moi le 17 janvier 91, 0h42, où effectivement, en 1 seconde, le pétrole est passé de 41,87 $à 29,50 $. Qui fait au moins 30% de baisse en l'espace d'1 seconde à 0h42 ce 17 janvier 91, au moment où la guerre du Golfe a éclaté. Et effectivement, le crack de 87, c'était vraiment pas triste non plus. Aujourd'hui, plus personne s'en souvient, puisqu'on vous dit dans les livres d'économie et de finance avec des gens bien, que jamais depuis 2008, ça n'avait autant baissé. Alors que ce n'est pas vrai. Ce fameux crack de 87 que nous, les anciens traders, avons vécu, et ceux qui le sont encore, mais c'est ainsi ce qu'on appelle l'effacement de l'histoire. Alors, première question sur les options, et donc, c'est piège à débutants ou Eldorado pour les seniors, les professionnels? Eh bien, je réponds oui à ces 2 questions. Piège pour débutants, absolument. Alors, vous allez me dire, ça calme. L'immense erreur de tout le monde qui s'essaye aux options, c'est de vouloir les traiter comme du Delta One. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce jargon? Tout ce qu'on vous apprend dans un tel salon, et je suis très heureux que M. André Malpel organise pour la 11e année consécutive le salon du trading, il y a également le salon d'analyse technique et ainsi que sur le Forex, à d'autres périodes de l'année. C'est très bien que dans un pays comme la France, qui est douce France, comme disait une chanson, si averse, comme on dit, à la version de l'économie et de la finance, on fasse un tel salon qui tente d'expliquer les mécanismes de la finance et de la gestion. Donc les options, ça doit se gérer comme des options. Parce que les options, contrairement à ce qu'on appelle le Delta One, c'est-à-dire l'engagement ferme, acheter du spot, vendre du spot, acheter du contrat à terme, vendre du contrat à terme, que ce soit sur les actions, les taux, le change, les contrats futurs et autres, ça s'appelle ça de l'engagement ferme. Tout ce que vous apprenez sur l'analyse technique, acheter, vendre, acheter, c'est ce qu'on appelle du Delta One. C'est ce que faisait d'ailleurs Carrier, du Delta One, du cash arbitrage. On achète le cash, on vend le futur, ça s'appelle un cash and carry. Tu payes cash et tu portes ta position en report, en contango. Ou bien, dans le marché pétrolier, vous faites du reverse cash and carry, c'est-à-dire vous vendez effectivement le sous-jacent et vous achetez du papier. Plus 1, moins 1, moins 1, plus 1. En d'autres termes, dans le jargon d'optionneur en delta, vous faites, quand vous faites du delta one ou du cash and carry, du delta neutre sans le avoir comme M. Jourdain. Plus 1, moins 1, ça fait bien delta neutre, moins 1, plus 1, ça fait bien delta neutre. Donc, ceci veut dire que la gestion Delta One, qui n'est pas du tout la gestion optionnelle, c'est donc j'achète et j'espère que ça va monter, parce que dès que ça baisse, je commence à perdre, et je fais ce qu'on appelle des stop-loss, ou je vends et j'espère que ça va baisser. Et si ça monte, je suis obligé de me faire des stop-loss. C'est-à-dire qu'en clair, dès que ça baisse d'1 et que vous êtes short, vous gagnez 1, mais si vous êtes long, vous perdez 1, et vice-versa. C'est tout ça le Delta One, l'analyse technique, les Fibonacci, tout ce que vous voulez, c'est tout ce que vous apprend. Maintenant, rentrons dans le monde des options.
Les options, ce n'est pas du delta one. Les options, quand vous les avez en main, vous n'avez pas une quantité et un prix donné. Vous avez le droit d'avoir une quantité et un prix, à une échéance donnée. Ce prix s'appelle prix d'exercice, strike price. Alors, soit c'est le droit d'acheter, qui s'appelle un call, CA2L, soit c'est le droit de vendre, et ça s'appelle un put. Il s'avère que ces options sont également négociables. Ça veut dire quoi? Options négociables d'achat, options négociables de vente. C'est-à-dire qu'on peut les acheter et les vendre en tant que telles, sans forcément les exercer. Ça veut dire donc qu'il y a un marché dit secondaire, en tant que tel. Et ceci, particulièrement, depuis le début des années 70, en 73, les premiers marchés d'options négociables, puisque au départ, en 1965, à la Bourse de Paris, il y avait des options non négociables. Si vous achetiez l'option, et la seule chose que vous pouviez faire, c'était l'exercer ou l'abandonner. Mais depuis la valorisation des options par les fameuses formules de Black et Scholes, et non pas Scholes, comme certains disent, comme le footballeur, ça n'a rien à voir. C'est Myron Scholes et Fisher Black. Fisher Black, qui d'ailleurs est décédé en 95, mais peu importe. Ça, c'est les fameuses valorisations d'options qui sont faites. Qu'est-ce que ça valorise? Ça valorise finalement un risque-prix par le vendeur que l'acheteur accepte d'acheter telle option à un prix d'exercice donné. Donc prenons un exemple. Admettons que l'euro-dollar soit à 1,12. C'est à peu près le prix actuel, me semble-t-il. On va dire qu'il est à 1,12 figure. Si vous achetez un call euro-dollar à 1,13, vous avez le droit, toute cette durée vie, si vous l'exercez, d'être long d'euro-dollar à 1,13. En d'autres termes, quand vous exercez votre option, l'option n'est plus option. Elle devient sous-jacente. Dès que vous exercez, c'est-à-dire dès que vous transformez votre option par rapport à ce sous-jacent, plus quelque part, vous n'êtes plus dans le monde des options. Dès que vous avez exercé votre option, vous êtes dans le monde du delta one, c'est-à-dire le monde qu'on vous apprend ici. Mais tant que l'option est option, en tant qu'option, c'est-à-dire non exercée, elle est option. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence avec le delta one, c'est que le delta one, seuls les prix varient. La quantité ne varie jamais, elle est delta one, delta 100%. En d'autres termes, 1 million d'euros-dollars à 1,12, c'est 1 million d'euros-dollars à 1,12, à 1,13, à 1,14, à 1,18, à 1,02, à 0,98, à tout ce qu'on veut. Et dans 10 ans, ça sera toujours 1 million d'euros-dollars, point barre. Ça ne bouge pas, les positions ne bougent pas. Quand vous rentrez dans le monde des options, en tant qu'option non exercée encore, et qui peut-être ne le seront jamais, là vous rentrez dans un monde où non seulement les prix varient, mais les positions en tant que telles varient. C'est-à-dire elles grossissent ou elles maigrissent. En d'autres termes, si vous achetez un call 1,13, un call euro-dollar 1,13, quand le spot vaut 1,12, vous avez le droit d'être acheteur à 1,13. Alors, ne soyons pas idiots, on ne va pas exercer un call 1,13 si le spot vaut 1,12. Et c'est pour ça qu'on dit que cette option... Et pourquoi? Parce qu'on serait long à 1,13 alors que le marché vaudrait 1,12. Enfin, vaut 1,12. Ce qui voudrait dire qu'on prendrait une perte instantanée après l'avoir exercé de une figure, c'est-à-dire de 0,01. Ça n'a pas de sens. Ou alors c'est qu'il y a une magouille derrière. Ben, la magouille derrière, ça s'appelle une bouilloire. Il suffit tout simplement, si vous exercez un call 1,13, vous retrouvez long 1,13 alors que le marché vaut 1,12, il y a donc une figure de perte 0,01, mais si c'est fois 100 millions d'euros-dollars, ça fait beaucoup d'argent. Vous avez un complice de l'autre côté qui tient la position short, et vous vous faites moite-moite. C'est le principe même de la bouilloire. Donc, quand des options dites out of the money, traduit en français par en dehors de la monnaie, ce qui ne veut rien dire, moi je préfère dire hors jeu, parce que justement, quand on est long à 1,13, on est bien hors jeu par rapport à 1,12. Donc ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, une option hors jeu, c'est quand quelque part, elle est perdante immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas... on ne doit pas le faire. Alors, a contrario, un call 1,10, quand le spot vaut 1,12, c'est une option que l'on qualifie de in the money.
dans la monnaie, et moi pourquoi pas dire, dans le jeu, dans le coup. Si vous exercez un col indice, alors que le marché vaut 1,12, vous vous retrouvez long d'euro-dollar à 1,10, et vous pouvez le revendre à 1,12. Alors vous allez me dire, mais c'est génial ce truc, on gagne 2 figures et c'est gratuit. Sauf que le col indice n'est pas gratuit, ça se saurait. Si on peut avoir un col indice gratuit et que le marché vaut 1,12, il faut en faire des milliards. Ce col indice vaut au minimum 0,02. Et pourquoi il vaut au minimum 0,02? Puisque c'est la différence entre 1,12 et 1,10 qui fait que le prix, effectivement, que vous avez acheté votre droit pour être long à 1,10 équivaut au marché actuel. Et c'est pour ça que les produits dérivés s'appellent dérivés, parce qu'ils sont dérivés, non pas parce qu'il y a des dérivés mathématiques, parce qu'il y a des dérivés mathématiques, delta, gamma, θ, vega, ce qu'on appelle communément dans le jargon les grecs, qui est justement la pure gestion optionnelle, mais parce qu'ils sont dérivés d'un sous-jacent. Vous avez des options de change, donc là c'est ce qu'on est en train de faire, des options sur actions, des options sur indices, boursiers, des options pétrole, des options sucre, des options matières premières diverses et variées, des options sur les taux, les obligations et autres. La plupart du temps, ces sous-jacents sont eux-mêmes delta one, cash ou futur. Mais vous avez également des options dont le sous-jacent était déjà optionnel. Vous avez des options dites Murphy, ou FIMER, des calls de put, des puts de call, enfin, ne compliquons pas tout, des swaptions, enfin, il y a plein de choses, effectivement, mais le mécanisme est le même, c'est-à-dire que vous êtes dans une logique conditionnelle, delta non-1, compris entre 0 et 100%. C'est-à-dire que la position, effectivement, est à chaque instant valorisée à 30%, à 40%, à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple d'un col 1,13 par rapport à un col 1,10. Alors que le marché vaut 1,12. Le col 1,13, je vous rappelle, est out, hors jeu. Le col 1,10 est in the money. Entre nous, quand vous avez un col 1,10 en main, en portefeuille, long, et quand vous avez un col 1,13, en quoi vous avez plus la main? Avec le col 1,10. Vous avez déjà 3 figures d'avance. Sauf que ça vous a coûté plus cher. Ce qui veut dire qu'en termes de delta, et c'est ça la logique du delta et qui rejoint le delta one, le fameux delta one, c'est le delta, on va appeler ça l'équivalent position de l'option, du sous-jacent. Donc, dans le monde du cash, du futur, du spot, de tout ce qui se fait ici, c'est toujours 100%. 1 million d'euros-dollars fois 1 égale 1 million d'euros-dollars, 100 actions fois 1 égale 100 actions, ce qui veut dire que le delta d'une opposition ferme, d'un engagement ferme, est égal à 100%, est égal à 1. Alors que l'option, plus elle va être in, et plus quelque part son delta sera grand. Prenons l'exemple d'un call 1, alors que le marché vaut 1,12. Ben, un call 1, c'est le droit d'être long à 1, alors ça vaut au moins 0,12, entre 1,12 et 1. Elle est, comme on dit dans notre jargon, very deep in the money, c'est-à-dire très dans la monnaie, très profondément en jeu. Elle aura donc un delta de 99,99. Et pourquoi pas 100? Même cette option-là, call 1, quand le marché vaut 1,12, n'a pas un delta 100. Il a un delta de 99,999. Parce que justement, cette option, même si elle est very deep in the money, très profond dans la monnaie, elle reste option, elle n'a pas été exercée. Ce qui veut dire que si après le marché déballe à 1, voire à 0,80, cette option qui était originellement à 1,12, très deep in the money, elle va devenir hot, c'est-à-dire qu'elle va fondre comme neige au soleil, et elle va même devenir out. C'est-à-dire que si le spot arrive à 0,90, eh bien le call 1, qui était originellement very deep in the money avec un delta de 99,99, il va devenir même out, very deep out. Alors avant, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est restée option. Alors que si on l'avait exercé, notre call 1, quand le marché vaut 1,12, eh bien là, le delta 99,99999 devient instantanément 100%, parce que justement, elle n'est plus option. Elle est devenue sous-jacent ferme delta one. Donc tout ça pour dire que si vous commencez à gérer des options
comme du Delta One, ce n'est pas possible. Ou alors, vous avez de la chance. Est-ce que notre métier est un métier de chance? Absolument pas. Est-ce que c'est un métier de joueur? Absolument pas. Ces deux mots sont à proscrire totalement d'une gestion, et particulièrement d'une gestion optionnelle. C'est calcul, maîtrise de soi, calibrage des paramètres, bon système informatique pour gérer les options une à une. Avec une option seulement, on peut créer des désastres dans des entreprises, avec une seule option, mal gérée. Il faut bien comprendre ça. Vous pouvez avoir 10 000 positions de swap ferme, de futur, d'oblique, dans tous les sens. Si malheureusement, il y a une option qui se balade, mal gérée, genre vente d'un call à là l'euro-dollar était tombé à 1,03, 1,04 l'année dernière. Il y a peut-être des gens qui se sont dit ça va aller en dessous de 1. Donc on va vendre des tombereaux de call indice par exemple. On va toucher une prime, short call indice, ça veut dire vente de call indice. En face de vous, vous avez un acheteur de call indice. Le marché depuis a super remonté. Et même allé jusqu'à 1,15, 1,16. Ça veut dire quoi? Si vous avez beaucoup de ces short call indices que vous avez oubliés, vous allez dire, mais il est fou. Absolument pas. Je peux vous assurer que parfois, chaque fois qu'il y a des accidents industriels avec des options, c'est souvent lié, pour rester poli, à une erreur ou à une bêtise humaine. Un oubli. Enfin, sauf que c'est un oubli qui peut coûter très 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 cher. Parce qu'un short call indice, quand ça avait été fait aux alentours de 1,02, vous avez encaissé une prime d'une option très à out. Allez, on va dire par exemple 0,50%, elles sont costées en pourcentage et nominal en euros, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails en quelques minutes. Mais si après le marché explose à 1,10, 1,12, 1,13, 1,14, qu'on les a oubliés, je vais dire, mais comment est-ce possible? Vous savez, il y a tellement eu de cas dans la gestion des risques où des choses, soi-disant, ont été oubliées. Alors, de bonne foi, de mauvaise foi, mais voilà. Et c'est pour ça que les audits, les contrôles des risques, les experts comptables doivent être également formés sur tous ces mécanismes de gestion qui sont indispensables dans une gestion de risque actuelle. La gestion de risque actuelle ne peut se faire qu'avec des options et des produits dérivés fermes, Delta One, mais aussi conditionnels, parce que nul ne peut savoir si on fait que du Delta One en gestion à long terme, c'est-à-dire finalement acheteur, qui va vous dire qu'il ne va pas y avoir un coup de grisou dans le marché et tout. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion alternative. Moi, cette terminologie ne me plaît pas, parce que alternative, ça veut dire que c'est un machin bizarre, alors qu'on devrait l'appeler, en cette année 2016, une gestion classique et normale et habituelle. Il faut arriver à ce que cette gestion optionnelle avec des produits dérivés, gestion de risque, à la fois industrielle, bancaire, financier, se fasse effectivement avec des dérivés et des options. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. Et c'est ce qui se fait de façon énorme dans le monde actuel, avec tous les embarras qu'il peut y avoir. Alors évidemment, c'est un petit peu comme les crashs d'avions. On ne parle toujours que des avions qui se crashent. Et là, c'est pareil. En produits dérivés, en options et autres, on ne parle que des accidents industriels, qui parfois peuvent coûter extrêmement cher, tant financièrement qu'en emploi. Mais il faut voir les milliers d'entreprises, les millions d'entreprises dans le monde, qui régulièrement, quelle que soit leur taille, c'est pas qu'une question de grande entreprise, il y a beaucoup de PME très performantes qui font des gestions de trésorerie, d'actions, de matières premières, de pétrole, de coûts, de leurs coûts industriels, avec des produits dérivés fermes et conditionnels et optionnels. Absolument. Mais qui vont faire ça de façon en delta, gamma, theta, vega, c'est-à-dire tout dans notre jargon des Grecs, et je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ça en si peu de temps. Et c'est pour ça que les gens qui font ça, dans les directions financières, là je parle vraiment au niveau corporate, ce doivent être des gens bien formés, bien aguerris à tout cela. On ne peut pas faire d'options si on ne connaît pas les options et leurs mécanismes de gestion, qui sont vraiment liés à cette dynamique. Vous quittez votre portefeuille le vendredi soir, vous ne mettez pas des ordres stop, parce que c'est 24-24 par exemple sur le Forex, il faut quand même bien le savoir.
le lundi matin, si vous ne faites pas, votre position globale a changé, votre gamma, tout a changé. Et votre PNL a changé. Et pourtant, vendredi soir, vous étiez très bien. Et même si c'est rien passé, comme l'effet temps en plus joue contre les boucles d'options longs, quelque part, ça a grignoté comme une sorte d'érosion. Prenons un exemple de différence entre une gestion Delta One et une gestion d'options. Par exemple, vous achetez un titre à 100. Le marché monte à 105, vous en rachetez encore un peu à 105, vous avez, comme on dit, moyenné, vous êtes à 102,50. Bon. Après, le marché monte à 108. Très bien, vous prenez un peu votre profit à 108, mais après, le marché redécale. Il revient à 100. Alors vous dites, zut, j'aurais dû tout prendre à 108, mais je serre les reins, de toute façon, je sais que ça va aller à 112. Que ça soit dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, ce qui compte dans un Delta One, c'est qu'il aille bien à 112. Et donc, il suffit d'être patient et d'avoir les reins assez solides. Vous avez pris des profits intermédiaires, et si ça revient bien à 112, vous aurez fini toute votre position gagnante. Certes, ça aura pris plus de temps que vous aviez prévu initialement, donc finalement votre perfo générale aura été moins bonne, mais malgré tout, vous n'aurez pas perdu. C'est un peu ce que Antoine Pinet, qui était encore vivant à l'époque, au moment du crack de 87, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. C'est le principe même du mark-to-market. Vous savez, dans la valorisation des risques des banques et autres, vous avez l'étape 1, prise de position long-short, étape 2, débouclage de position short si on est long, long si on est short, et on fait comme si on débouclait toutes les positions tous les soirs. Mais ce n'est pas le cas. Les mark-to-market, comme on vous dit dans vos marchés, qu'ils soient fermes ou conditionnels, c'est le résultat financier comme si on liquidait tout. Mais je peux vous dire que si c'était le cas, ça ferait sacrément décaler les marchés. C'est une vue de l'esprit, ce qu'on appelle les value at risk, enfin, c'est toutes ces matrices de risque qui sont quand même indispensables pour les gérants, les traders et autres, qui sont intéressantes. Mais par contre, nos amis les options, vous avez une option, vous l'avez acheté, un call 1,12, ça a monté, vous ne prenez pas votre profit, ça redescend, et un mois après, ça revient dans les mêmes conditions de marché. Ah, vous allez me dire, mais c'est bon, là je vais pouvoir vendre mon option, c'est vrai que je n'ai pas pu prendre mon profit 3 jours après parce que j'ai été trop gourmand, ça a rebaissé, un mois après ça revient comme ça aurait dû être, sauf que vous n'avez pas du tout le même prix. Sur du Delta One, où seul le prix compte et que les positions ne bougent pas et que l'impact du temps ne bouge pas et que la volatilité ne compte pas, votre option, même si en apparence elle est revenue sur les mêmes conditions de marché, elle ne vaut plus du tout la même chose et elle vaudra beaucoup moins cher parce qu'un mois de temps a passé. L'effet θ, un peu comme un Pac-Man là, qui grignote le machin, là, a été là. Et là, vous vous retrouvez, vous dites, mais c'est pas possible ce truc-là. Ce qui veut dire que dans une gestion optionnelle, ce qui doit être fait à l'instant T, pas en T1 ni en T2. Ce que vous pourrez faire en T, même si en T1 vous avez les mêmes conditions qu'en T, eh bien, ça sera déjà plus pareil. En général, ça sera contre vous. Alors, sauf si vous êtes vendeur. Parce qu'en général, quand vous êtes vendeur, vous avez le temps avec vous, c'est ce qu'on dira dans notre jargon, vous êtes θ positif. Et en général, en T1, c'est mieux qu'en T, en T2, c'est mieux qu'en T1. Sauf, certes, si vous avez le temps avec vous, oui, mais si le marché décale trop dans l'autre sens, c'est l'impact du sous-jacent qui l'emporte. Et même si vous avez le θ avec vous, je veux dire que si le marché explose à la hausse, vous l'avez dedans. Donc, il faut gérer à la fois en simultané l'évolution du sous-jacent, c'est-à-dire du marché, mais le passage du temps, l'évolution de la volatilité. Alors qu'est-ce que c'est que la volatilité? En 2 mots, il y a des gens qui vont vous faire des tas de formules savantes avec des écarts-types dans tous les sens. Il vaut mieux le comprendre dans le sens inverse et en déduire que c'est un écart-type. La volate, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité, c'est ce potentiel de mouvement d'un marché par rapport à sa tendance. Il y a à mes connaissances que 2 tendances, bullish ou bearish, haussière ou baissière. Bull, bear, ok? Le taureau, l'ours. Et il y a le marché qui va gigoter autour de cette tendance. Donc plus le marché s'excite par rapport à cette tendance, plus il est volatile à court terme. D'accord? Alors pourquoi le marché bouge? Le marché bouge tout simplement parce qu'il y a des acheteurs et des vendeurs, je vous rappelle.
Quand un marché baisse, c'est qu'il y a une majorité de vendeurs à ce moment-là. Quand le marché monte, c'est qu'il y a une majorité d'acheteurs. Ont-ils raison? Là n'est pas la question, ça se trouve ils auront tort. Mais il en est ainsi, quand un marché monte, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et tout à l'heure j'ai expliqué que le 17 janvier 91, on avait des volatilités sur le pétrole à 250%. Je vous rappelle qu'il était passé de 13 $ le baril en octobre 90 à 41,87 $ le 17 janvier 91 à 0h41, puisqu'après à 0h42 il est déjà plus qu'à 29. Je vous raconte en une seconde. Au déclenchement de la guerre, ça a perdu 30% en une seconde, instantanément. Il y avait un saut. Donc je ne vous raconte pas les gens qui étaient longs, dans quelle misère ils ont été, quelque part. Mais par contre, le bonheur des short calls 250% de vol, alors eux, non seulement ils étaient dans le bon sens du sous-jacent, ils étaient dans le bon sens de vol, parce que alors là, les vols en plus se sont dégonflés à 100%. Mais 100%, c'est déjà énorme. Moi, je ne vous raconte pas 250%. Et 250%, ils sont fous. Mais non, ils ne sont pas fous, puisqu'il y en a qui achetaient. Donc a priori, quelqu'un qui achète, il n'est pas fou. Je dis bien a priori. A posteriori, si. Mais sur le moment, vous savez, c'est comme Facebook. Hein. Souvenez-vous, Facebook. Introduit en mai 2012, 38 $. Vous inquiétez pas, ça va aller à 70 dans un premier temps, à 100 $, là, dans le mois qui vient. Ne vous inquiétez pas. Et qui disait ça? Des guignols, des imbéciles. Toute la planète finance, les Américains, les Japonais, les Anglais, les Français, les JP Morgan, les Goldman, les General, tout ce que vous voulez, toutes les banques, les machins, les tout. Non, mais c'est mes étudiants, là, monsieur, vous avez des débat, je connais. Bon. Et pourtant, combien d'analystes avaient dit Facebook, à ce moment-là, ça vaut 20. Là, il y a une place assise, là. Si vous pouvez, jeu de chaise médicale. Il y a une petite place assise qui vient de se libérer pour monsieur Trichet. Vous allez bien? Bon. Donc, c'est pas l'ancien de la Banque Centrale Européenne, hein, Jean-Claude Trichet, c'est l'autre. Vous savez, comme Patrick Chirac, pourquoi c'est pas l'autre qui changerait son nom? Vous vous souvenez? Enfin, vous voyez un peu les références culturelles que j'ai. C'est Camping 1. Bon. N'étant pas énarque, je ne vais pas citer un auteur français, mais je le pourrais aussi. Enfin, on n'est pas là pour ça. Donc, les options, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors après, on a inventé des trackers, des ETF, des machins. Tout ça, c'est des options, les gars. Tous. Ça s'appelle de l'habillage marketing, la structuration de produits, le machin. Alors c'est quoi ça? Structuration de produits. Ben, vous savez, en général, quand vous achetez une voiture, la plupart des gens n'y connaissent rien en moteur, en mécanique, ils veulent la clé, mettre le moteur, ça marche, ça roule. Vous ne connaissez rien en moteur. Et il y a des gens qui connaissent le moteur, le machin, comment ça marche. Ben là, c'est un peu pareil. Les produits structurés, c'est vendre à des gens à qui on leur a dit les options, c'est horrible, c'est l'enfer. Il y a 600 milliards de dollars par an de produits dérivés, 12 fois le PNB mondial. Alors, à comparer des chiffres qui ne sont pas comparables. Parce qu'un PNB mondial, qu'est-ce que c'est? C'est une position longue, qui n'est pas débouclée. Long de tous les actifs. N'oublions pas que dans un bilan, vous avez actif passif, actif immobilisé, actif circulant. Eh bien, c'est un long structurel qui, s'il baisse, dépréciation d'actifs. Donc, quand on est long, on a un risque de baisse. De même que les passifs, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent, le passif. L'argent qu'on a, c'est en haut à droite, capital, fonds propres. En général, c'est petit. Et puis en bas à droite, le gros ventre, là, dette, court, moyen, long terme. L'argent qu'on n'a pas, qu'on emprunte à 1 jour, 2 ans, jusqu'à 30 ans, voire jusqu'à 100 ans. Les programmes de financement en Afrique faits par des Chinois sont des programmes à 100 ans. Vous entendez? À 100 ans. Vous voyez, quand on a une perspective de vue à 100 ans, ça veut dire qu'on n'est pas là pour 3 jours. Voilà. Et ça, c'est très important dans justement les anticipations et autres. Tous ces détails très techniques permettent de voir les stratégies macroéconomiques de différents acteurs. Mais revenons à nos amis les options, qu'il va falloir gérer en tant que telles, tant qu'elles sont options. Tant qu'une option est une option, on doit la gérer comme une option. En delta, gamma, theta, vega. Alors qu'est-ce que c'est ce charabia? Delta, donc indicateur de position, par exemple 30% pour ce fameux col 13,
le call indice qui est in the money, il aura un delta de 60. Et si elle est à la monnaie, comme on dira, ou at the money, c'est-à-dire que le prix d'exercice sera égal au spot, il sera pile poil à 50. Alors exactement s'il est égal au forward, mais on ne va pas chicaner, les courbes de taux étant tellement plates que le spot et le futur, c'est quasiment les mêmes prix. Voilà. Donc, au-dessus de 50 de delta in the money en jeu, dans la monnaie, pour faire une tradition purement littérale, mais qui ne veut rien dire, et en dessous de 50 de delta, out of the money, hors jeu. Et alors, plus elle est deep out, genre un call 1,40, je veux dire qu'un call euro-dollar 1,40, elle est very deep out. Je vous rappelle que le spot vaut 1,12, le call 1,40, il vaut pas grand-chose. Imaginez qu'aujourd'hui, on vend des tombereaux de call 1,40 en se disant, de toute façon, jamais ça arrivera à 1,40, on va les encaisser. Vous croyez que ces erreurs de débutants, il n'y a que des petits débutants qui les font. Il y a plein d'entreprises industrielles dont je ne citerai pas les noms, la presse l'a suffisamment fait, et dans le passé et dans le présent, qui sont amusés à vendre des calls comme ça, 5 de delta ou 10 de delta. Ça rapportait 0,20%, 0,30%, mais sur des centaines de millions, voire des milliards, ça faisait quand même une jolie prix. On dit non, non, jamais ça ira à 1,40. Et si ça y va à 1,40, voire à 1,50 ? Comme par exemple en 2008, quand le pétrole est monté à 150 $ le baril en juillet 2008, et que là, à ce moment, tous les commentateurs disaient « Ah, mais ça va aller à 250 !» Vous allez voir, c'est retombé à 80. Et il était à combien l'eurodoll là? Il était au plus haut à 1,6087. Imaginez qu'à 1,6087, vous soyez short call 1,40 et que vous l'ayez fait à 1,20. Short call 1,40, quand vous l'avez fait à 1,20, vous vous dites ça n'ira jamais. Sauf que si après vous vous réveillez que le marché est à 1,60, ben je peux vous dire que le 0,30% que vous avez pris va vouloir que vous rachetiez 10%. Vous avez touché 0,30% fois 1 milliard, vous devez payer 10% fois 1 milliard à 1,60. Ça s'appelle la ruine. Alors, dans les livres, on vous dit short call ou short put vendu non couvert, parce que là justement c'est non couvert. Perte illimitée. Alors, ce n'est pas illimité, mais c'est au moins 20 ou 30 fois la prime encaissée. Ce qui est quand même violent, très violent. Illimité, c'est une vue de l'esprit, mais c'est très très violent. Alors comment éviter ce genre de bêtises? On va rester poli aujourd'hui, vous voyez, je prends de l'âge, je ne vais pas dire conneries. Ah merde, j'ai dit. C'est pas grave. Eh bien, on va faire de la gestion de couverture avec des options. Donc quand on vend des calls, on achète des calls plus bas. Quand on vend des calls 1,40, on va acheter des calls 1,20. Et on va faire ce que l'on appelle des spreads. Ça, c'est la base même, c'est-à-dire que si effectivement le marché explose à la hausse, de toute façon, vous avez le call acheté plus bas qui vous permet de couvrir effectivement le moment où vous faites exercer sur un short call 1,40 s'il est à 1,60, vous vous retrouvez short à 1,40 alors que le marché vaut 1,60, donc vous perdez 0,20. Mais comme vous étiez long également du call 1,20, eh bien vous gagnez à 1,60, 0,40. Donc finalement, vous gagnez 0,40 moins 0,20 de perte, ça fait bien plus 0,20, c'est-à-dire l'écart entre 1,20 et 1,40, moins la prime que vous avez payée au départ. Parce que je vous rappelle que ces spreads ne sont pas gratuits. Et je vous rappelle que l'option plus elle est in the money, plus elle est chère. Le call 1,20 est donc plus cher que le call 1,40. Vous avez acheté du call 1,20, vous avez vendu du call 1,40. Effectivement, il y a un ratio de prix, ça s'appelle un spread débiteur. Alors, il y a des petits malins qui se disent, mais le call 1,20, admettons, vaut, admettons, 100. Et le call 1,40, il vaut, admettons, 60. Ce qui veut dire que si on achète un spread 1,20, 1,40, on va quand même être obligé de débourser 40. Mais, si on fait un ratio du genre 160e, c'est-à-dire 10 divisé par 6, c'est-à-dire 5 tiers, c'est-à-dire 13,33, me semble-t-il, si je ne suis pas gouré. C'est-à-dire, donc vous en avez 100 que vous achetez vous en achetez 100 et vous en vendez 133. Et là, ça vous fait du prime zéro. Ah, merveilleux, du prime zéro. Sauf que, attention, prime zéro, maintenant, effectivement, vous ne payez rien. Si cette stratégie ne va jamais au-delà d'un 40, c'est que du bonheur. Mais si ça va à 1,60, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 100 calls 1,20 à 1,60,
donc vous gagnez 0,40 sur 100, mais vous vous faites éclater sur les cols à 20, vous êtes short call à 20, mais non pas sur 100, mais sur 133,33. Alors qu'au départ, c'était prime 0. Et donc là, vous prenez une très grosse perte. Et alors, ce ratio 100 contre 133, il n'est pas très méchant. Il n'est vraiment pas très méchant. On va dire qu'ils sont à peu près tolérables dans une journée ou 2 jours. Mais quand vous faites des dépassements du genre 100 et 1500 fois 100, ça fait combien? 1500, 15 000, 150 000. Vous en avez 100 à l'achat et 150 000 à la vente, 1500 fois. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça va faire la perte à 1,60? Eh bien, 1500 fois, c'était le ratio Kerviel. Alors, je cite ce nom, parce que non pas en pâture, mais les dépassements que ce monsieur a fait, par rapport à dire, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il n'a pas tort, là n'est pas le débat. Moi, qu'en 2013, j'avais déjà fait une position, et d'ailleurs, je vais un petit peu actualiser ce que j'avais dit sur cette affaire. Là, vous vous retrouvez avec un dépassement tellement monstrueux que forcément, vous ne pouvez que perdre dans ce cas de figure. Par contre, effectivement, si ça ne va pas au-delà de 1,40, là, vous gagnez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème, là, n'est pas là, c'est qu'il ne faut pas faire 1500 fois de dépassement. Il ne faut même pas faire 101 contre 1,33. Alors, 1 contre 1500, bonjour les dégâts. Je vous rappelle que 1500 fois de dépassement, c'est mettre 5 kg de poivre. Vous savez, le poivre, vous avez des petits machins là, 40 grammes, ça fait quand même 120, vous savez, truc de poivre là, 5 kg de poivre, ça fait une montagne sur une entrecôte de 300 grammes, au lieu d'en mettre 3 grammes. C'est s'octroyer 3 millions de découverts quand on a 2000 € de découverts. Bon, un jour, quand vous aurez un salaire, machin, votre banque vous octroiera un découvert normal, entre guillemets, de 2000 €. Essayez de tester le 4000 déjà quand vous avez 2000 € découvert, c'est-à-dire x2. Vous allez voir déjà comme ils vont être gentils avec vous. Je crois pas. Alors 3 millions, vous vous rendez compte, 3 millions. Presque 3 fois l'ISF en France. Enfin, non, l'ISF c'est 1,3 million, enfin 700 000 euros. Ah oui, le ratio de 1500 c'était ça. Les lignes qui avaient été prises, c'était des lignes allant entre 50 et 80 milliards d'euros en Delta One, en one shot, par rapport à des lignes de 125 millions autorisées. C'est ça, ratio 1500. Alors après, ils ne savaient pas. Comme chacun sait dans la plupart des salles, on peut faire des petits dépassements en intraday, et à la fin de la journée, c'est fermé. Ce qui n'était pas su, c'était l'ampleur des dégâts. Et d'ailleurs, il a gagné son prud'homme, mais parce qu'en fait, la générale a été condamnée déjà de ne pas lui avoir versé son bonus de 300 000, et puis ils auraient pu découvrir tout ça un peu plus tôt, tout de même, effectivement. Mais désormais, c'est du passé. Là, je crois qu'il y a encore des jugements, des machins et tout. Donc, cette affaire, d'ailleurs, il y a un film qui est sorti, M. Baratier, qui s'appelle L'Outsider. J'ai été interrogé sur BFM TV à ce sujet avec Christophe Baratier. C'est un film, à mon sens, très intéressant, parce que bon, la générale en prend pour son grade, au niveau des comportements de certains individus, on va dire, pas franchement très éthiques ou déontologiques, machin. Et pourtant, ils ont fait des belles écoles et tout. On leur a dit qu'il fallait surtout pas se comporter comme ça. Hein. En fait, je pourrais dire qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas montrées dans ce film. Mais lui aussi, d'ailleurs, je vais fait citer ce film, ben on se rend compte qu'il a fait des faux avis d'opérer avec la Deutsche Bank, des masquages de position et tout. Donc ce n'est pas le petit gentil garçon venu de sa Bretagne, papa était mort et tout. C'est pas Calimero contre les gros méchants. Donc c'est un partout la balle au centre. Lui aussi n'aurait jamais dû rentrer dans ce délire. Mais il l'a fait, c'est bien dommage. D'ailleurs, ce que je dis à mes étudiants du pôle training ESSK à 2017 et puis d'autres qui sont là d'avant, quand on ne vous veut pas, qu'on ne vous accepte pas et tout, ben, tout simplement, vous prenez votre expérience et tout, vous cherchez un autre job ailleurs, vous partez, vous faites un pot de départ. Et c'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait été le 48e départ dans ce service entre 1995 et 2007. Un tous les 3 mois. C'est vrai que ça tourne dans ce genre de milieu, mais on peut se poser des questions, pourquoi un tel turnover? Et d'ailleurs, pour faire toutes les manips qu'il faisait et tout, comptable, parce que c'est du faux d'écriture comptable, ben, il était tout simplement là tous les jours, jamais un jour de vacances, comme c'est bizarre. Alors comme c'était pas sur le Forex, mais plutôt sur des taux et sur des bunts, c'était donc du 5 sur 7, il était toujours là, le soir il faisait des...
Personne s'en est étonné. Et c'est justement suite à tous ces manquements de gestion et de négligence qu'effectivement une condamnation. C'est pas parce qu'il a gagné son prud'homme qu'il a raison. Finalement, dans cette histoire, tout le monde a tort. Et vous direz, je ne suis pas normand, ça arrange tout le monde de dire que tout le monde a tort dans cette histoire, mais les faits sont là. Hugues Lebray avait écrit un livre dans ce sens, l'ancien directeur de communication, celui qui a fait les comptes nickel, voilà, ça allait dans ce sens-là. Et tous les gens qui sont dans le marché savent très bien que dans une journée, il y a effectivement des passements. Qui n'a jamais roulé à 134 sur l'autoroute? Vous voyez, personne ne lève la main. Hein, qui n'a jamais pêché, me lance la pierre, comme dirait l'autre. Mais qui a déjà roulé à 30 000 km/h comme une fusée sur l'autoroute? Personne. C'est ça le dépassement 1500 fois. C'est pas rouler à 160, c'est rouler à 30 000 km/h. C'est même pas le Concorde, hein. Le Concorde c'était 2500 km/h. C'est 30 000 km/h. Vous voyez ce que c'est 30 000 km/h? Sur la route, c'est infaisable. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Et déjà dans le film, quand il y a Jean-Pierre Calfan, il s'appelle Jean-Pierre, mais c'est pas son vrai nom, et tout le monde le reconnaîtra qu'on le connaît, il dit, mais comment t'as fait pour tenir? Physiquement et psychiquement, avec une position pareille. C'est inimaginable. Les swings de PNL qu'il y avait, plus 1,4 milliard, effectivement, fin 2007 et tout, mais quand vous avez une position de 80, entre 50 et 80, c'est pas si gros que ça. Mais ça allait entre plus 2, moins 3, plus 1, moins 5, plus 1, moins 2. Sauf que l'unité, c'est pas les milliers, ou les dizaines de milliers, ou les centaines de milliers. C'était des milliards d'euros, pas de lire italienne. Les jeunes ne se souviennent plus ce que c'est qu'une lire italienne, c'était une monnaie qui valait pas grand-chose. 1936 contre l'euro. Bon, voilà. Et là, on se dit, mais c'est hallucinant. Hallucinant d'aveuglement collectif, effectivement, et même de cette personne-là. Donc moi je prône absolument au niveau des ressources humaines que pour les recrutements de traders, de gérants, de fonds, on doit faire comme pour les pilotes d'avion, les pilotes de chasse, des tests psychiatriques. Oui, oui, je dis bien psychiatriques, même pas psychologiques. Pour voir si les gens ne vont pas être suicidaires, vont pas péter un câble, vont pas être schizophrènes, vont pas... Vous allez me dire, il est fou, là, de quoi il parle? Mais c'est ça. Rappelez-vous, le gars là qui allait la Germanwings là, dans les Alpes du Sud, 150 morts, le gars il s'est suicidé en conduisant son avion. Là je pense qu'il va y avoir des tas de recours juridiques et tout, malgré tout, ça ne les fera pas ressusciter, tous ceux qui sont morts. Donc il faut bien comprendre une chose, que cette gestion optionnelle est totalement différente d'une gestion Delta One, elle doit être apprise, elle doit être pratiquée, d'abord petitement. Hein, je vous dis, une option mal gérée peut créer des dégâts considérables, une seule option. Beaucoup de gens pensent que, oh allez, il y a une position comme ça, de toute façon on a 100 000 positions par ailleurs, ça ne sera pas trop grave. Erreur. Une option mal gérée peut être une mine. Il faut bien comprendre ça aussi. Donc, au niveau des particuliers, peut-on faire des options? La réponse est oui. J'avais fait aussi des conférences sur les digitales, les binaires, enfin tous ces trucs-là. On dit, ah, piège à coup. Non. Formez-vous bien au binaire, au digital et tout, plutôt que de rentrer dans ce genre de site et tout ça. Et une fois que vous aurez bien compris comment ça fonctionne, là, pourquoi pas y mettre un peu les pieds. Mais les binaires, tout ce type d'options sont des options générales utilisées dans les produits structurés pour financer justement des positions longues, parce que la problématique d'un produit, c'est d'être prime zéro. Les binaires, quelque part, vous avez un payoff qui est fixe. C'est-à-dire, vous achetez quelque chose et vous avez un résultat. C'est-à-dire, vous payez par exemple 40 et vous gagnez 100. Enfin, le rebate, comme on dit dans le jargon, vous touchez 100. C'est-à-dire, vous avez gagné 60. Mais ça, c'est bien parce que si vous le vendez, effectivement, vous touchez 40, et si ça ne marche pas, vous ne pouvez payer que 100. C'est-à-dire qu'en clair, vous avez des options qu'on peut vendre avec une perte connue d'avance. Ah, c'est intéressant, par rapport aux horribles options qui au départ valaient 0,50 et qui peuvent valoir 10% et on ne sait pas, comme ce qu'on appelle les options vanilla. Mais si vous ne savez pas gérer vos binaires, malgré tout, malgré l'apparente facilité de ces produits-là, vous allez au-devant de catastrophes. Alors je ne déconseille pas de le faire. Apprenez bien comment ça fonctionne. Moi, par exemple, mon cours d'option, il fait 70 heures tout au long d'une année, à des Master 2.
Donc croyez-moi que c'est quelque chose... Alors on va dire, oui, mais c'est que des mathématiques. Ça, c'est une erreur de penser ça. C'est effectivement pour la valorisation des mathématiques d'un certain niveau, c'est vrai, mais vous, en tant que praticien, vous n'êtes pas là pour les valoriser, vous êtes là pour comprendre la valorisation, c'est évident, mais surtout à comprendre comment elles vont fonctionner. Vous voyez là le truc que je vous disais, vous êtes habitué en Delta One, ça monte, ça baisse, vous avez loupé le coche une fois, mais si dans 3 mois ça revient au prix que c'était, c'est bon. Avec les options, ça ne marche pas du tout comme ça. Je veux dire que si vous avez 33 mois que c'est revenu, le prix que vous aviez eu originellement 3 jours après, et ça se trouve, c'est le tiers de ce prix-là. Parce que ça a fondu comme neige au soleil. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ça, c'est vraiment un piège extrêmement important. Si vous voulez faire des options, apprenez à gérer des options. Vous allez me dire, on en a pour notre fin. Oui et non, parce que ce que je trouve très dommageable, c'est de comparer des techniques d'option ou de varan, parce que qu'est-ce que c'est qu'un varan? C'est une option longue, au-delà d'un an. Et moi j'ose dire que quand vous achetez un varan à 2 ans, vous achetez beaucoup de ce qu'on appelle de la valeur temps, du Vega, c'est-à-dire de l'effet volatilité, vous achetez un gros coussin de sécurité pour les vendeurs. Moi j'ose dire, si vous achetez des varans, ne les achetez pas à l'émission. Achetez des varans d'occasion. C'est-à-dire des varans qui ont vieilli, qui n'ont plus qu'1 an de vie, voire 6 mois de vie, comme des options. Parce que tout l'argent que vous allez mettre pour avoir une option à 2 ans est totalement inutile. Il vaut mieux l'utiliser à autre chose. En fait, gérez des options comme un banquier. Les banquiers vont acheter des options courtes et vendre des options longues. Faites pareil. Il faut acheter des options courtes, c'est-à-dire acheter du gamma, comme on dit dans notre jargon. Alors je sais que là vous ne comprenez pas, la plupart d'entre vous, et vendre de l'option longue et vendre du Vega. Ça c'est un bon conseil. Vous allez le financer, vous allez avoir le même prix d'exercice, et vous faites, comme on dit dans notre jargon, un calendar spread. Mais par contre, si vous vendez de l'option courte et que vous achetez de l'option longue, croyez-moi, vous êtes dans le mauvais sens. Alors vous allez me dire, le market maker de la banque, lui il va être obligé de vendre l'option courte et d'acheter l'option longue. Mais c'est pas grave, parce que lui il va couvrir. Et lui, il va aussi faire une autre opération exactement dans le même sens que vous. Les accusations qu'on faisait chez Goldman, ils vendaient un titre, machin, et puis eux, ils faisaient le contraire. Vous savez, vous avez entendu ça, salaud, méchant, parce que les autres ne le font pas. Il n'y a que qui le font. Ah ben oui, c'est ce qu'on dit à la télé, ça. Mais c'est vraiment ne rien comprendre à comment ça marche. Vous avez un produit, le sales, il le vend, mais il faut bien comprendre qu'un produit, tout le monde n'y croit pas. C'est pas une armée de godillots où tout le monde pense que ah ben oui, mais ce produit-là, c'est certain qu'il va marcher à tout prix dans ce sens-là. Les prop traders, les gérants, certains prennent des positions, mais pas en face du client, de façon indépendante, et prennent d'autres positions, qui peuvent s'avérer effectivement de sens contraire. Effectivement, mais c'est un autre service. C'est pas le même gars qui truffe son client et qui de l'autre côté va faire dans le sens inverse. Ce n'est pas vrai. Mais toutes les banques font ça. Qui vous dit que quelque part, le client a raison, ou la banque a tort, ou l'inverse? On ne sait pas d'avance. Et d'ailleurs, cette même banque qui est toujours condamnée, accusée de tous les maux et tout, l'année dernière, n'a-t-elle pas vu ses résultats de trading divisés par 2? Ce qui veut dire que même les meilleurs, les top gars et les top girls du milieu, peuvent avoir de très mauvaises années. Donc vous voyez, alors là, personne ne les a défendus. Alors qu'après qu'il y ait des amendes, qu'il y en ait quand même qui fraudent, machin, et d'ailleurs, ils les montent, ils achètent des avocats, enfin ils les achètent, ils payent des avocats pour les montrer bien à la télé, comme pour les mettre au pilori. Ce qui est passé pour Fabrice Tau et tout, par exemple. En disant, paf, non, c'est pas vrai, d'ailleurs, il n'y est plus. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais cette banque-là, par exemple, est tellement la quintessence des haines diverses et variées, mais déjà, moi, en 28 ans, sur mes 1450 anciens, j'ai réussi à en caser 6. Dont une femme, d'ailleurs. Ce qui est à peu près le ratio de la finance, 5 gars, une fille. Alors, vous savez, moi, quand j'étais sur le Matif à Emalpel et tout, au départ, il y avait 300 gars, et il y avait une fille. Donc, je dis aux filles, le ratio de la finance s'est amélioré. 1 contre 300, aujourd'hui, c'est plutôt 1 contre 5. Voilà. Non, mais c'est à peu près ça, en 86. Hein. Donc, mais pourquoi? Parce que c'est des milieux qui font peur, c'est, voilà, les femmes, elles préfèrent aller au luxe, cosmétiques, parfums et tout, pensant que c'est un milieu plus cool et plus sympa. Il n'y a pas plus requin de ce genre de milieu. Regardez, le diable s'habille en Prada, il n'y a que la fin qui est complètement fausse.
fallait bien plaire à Hollywood, et allez, on donne le truc dans l'eau, et voilà. Hein, alors que pas du tout. La star du milieu lui dit, je me suis reconnu en toi en 35 ans, la fille, elle signe 1000 fois. Et le mec, avec son baluchon, il suit ou il suit pas. C'est ça la réalité. Mais voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en 2016, les choix, malgré la théorie du genre, sont encore sexués. Voilà, ben, c'est comme ça. Après, il y a des gens qui ne vont pas du tout être d'accord, et c'est ça d'ailleurs qui fait un marché. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc cette histoire, on vend un produit, certains croient qu'ils vont monter, d'autres vont croire qu'ils vont vendre, même dans la même maison, bien sûr. Mais tout le monde fait ça. Mais ce n'est pas les mêmes, ils ne sont pas face à face. C'est d'autres services qui font ça. Et évidemment, c'est dévoyé par des journalistes, évidemment, qui disent que dès qu'on entend le mot banque, finance, gestion, ça y est, c'est l'horreur. Vous savez, le crowdfunding, c'est quoi? C'est réinventer le métier de banquier. Hein. La banque, je vous signale, le métier, c'est être l'agent commercial de la Banque centrale pour envoyer la monnaie dans le système. Qui a fait, mais oui, c'est ça. Mais oui, mais le quantitative easing, c'est ce qu'on va voir à 15h tout à l'heure. Et deuxièmement, c'est octroyer crédit. Elles en octroient moins, effectivement, parce qu'il y a les fameuses règles prudentielles, BAL 1, BAL 2, BAL 3, et heureusement. Alors effectivement, il y a aujourd'hui des agents économiques, comme il y avait les économistes, qui prennent le relais des fonds, des crowdfunding, mais pourquoi pas? Mais attention, attention. Êtes-vous certain que quelqu'un qui va vous prêter de l'argent sur 20 ans, il sera là dans 20 ans? Bon, a priori, une cross-bank qui a une bonne signature dans les rankings internationaux, normalement dans 20 ans, parce que c'est son métier depuis toujours, et légal et bien réglementé, normalement elle devrait être là dans 20 ans. Et que si elle fait défaut, vous avez quand même plus de recours juridiques qu'avec des gens cool, qui n'ont pas de cravate, des bobos de luxe à la californienne. Non, arrêtons. La banque, la finance, c'est un métier sérieux. Et justement, nous, le trading, la finance, ça ne doit pas être réservé à des joueurs, à des petits crâneurs, justement. Donc moi je suis vraiment pour cette logique, plus on a des grosses positions à gérer, plus on se doit tous les ans d'avoir des visites médicales qui vous rendraient apte ou inapte à continuer. Parce que là c'est pareil, il y a un moment, vous n'en pouvez plus. D'ailleurs je vous signale justement que chez Goldman, 40 entretiens à peu près pour y rentrer, pendant un mois. Vous voyez 10 gars, vous croyez que c'est fini, 2 jours après ils vous rappellent, ah il faut aller voir un tel. Et puis au bout du 33e, si le 34e dit non, alors que les 33 premiers avaient dit oui, c'est terminé. Il faut que tous disent oui, pour que vous y soyez. Voilà la mentalité. 18 heures par jour, 6 jours sur 7, 50 semaines par an. Ça calme. D'ailleurs, Mario Draghi, patron de la BCE, 3 ans et demi de Goldman. 20% de turnover tous les ans, dont la moitié volontaire, d'épuisement. Et d'ailleurs, même sur leur propre site, ils vous disent, vous allez rejoindre une équipe extraordinaire, à tout point de vue, multiculturelle, multisociale, multi-tout, multi-religieux, enfin tout ce qu'on veut. C'est une banque qui fait du politiquement correct, du care, des financements de projets féminins, du tiers-monde, de la santé, de l'humanitaire, comme c'est pas permis, personne n'en parle. Et 20% des gens tournent, 10% pas volontairement, parce qu'on leur dit, bon bah écoute, t'es un peu fatigué, nous on veut que t'aies 20 sur 20, dès que tu commences à avoir 19, bah, tu connais la règle chez nous. Hein. D'ailleurs, je vais raconter une anecdote. Un de mes anciens étudiants, Anthony Fuentes, pour ne pas le citer, tous les 2 jours, il faisait un stage chez Goldman. Bon, déjà, un stage chez Goldman, c'est 3 000 € par mois. Et à Londres, 4 500. Stage. Enfin, quand vous faites un stage chez Goldman, c'est comme si vous faisiez 3 stages ailleurs. En général, les stages à Général, Natixis, tout ça, c'est pas triste. Et il me disait, mais c'est infernal, je rentre à minuit, je suis à 7 heures au bureau, tous les 2 jours je vomis. Alors moi je lui dis, est-ce qu'ils te font des coups, des sales coups? Est-ce qu'il y a des coups de pute, des mesquineries comme ça se passe dans toutes les entreprises, petites ou grandes? Est-ce qu'il y a des sales coups? Est-ce qu'on te fait chier? Vous voyez, comme Jérôme Kerviel, on peut comprendre pourquoi il a pété un câble. C'est tout le temps, du harcèlement, des emmerdes, enfin... Et il m'a dit, ben non, ils sont pas ni gentils ni méchants avec moi, mais tout va tellement vite, tellement fort, c'est des robots. Je lui ai dit, non, ce ne sont pas des robots, ce sont des humains qui ont été ultra sélectionnés, individuellement, pas de stars. Et si ton prix, c'est qu'ils estiment que tu peux en être. T'aider-leur.
Alors combien? Un mois, un an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Combien de temps tu vas tenir? Mais plus tu fais ton θ, comme on dit en option là-dedans, plus ton CV après vaudra de l'or. Parce que si tu as tenu 3 ou 4 ans ou 5 ans dans ce genre de boîte, c'était vraiment un top guy. Ou alors, c'est que tu pars au bout de 3 ans et tout, tu en as marre, tu as envie de faire autre chose, parce qu'effectivement, philosophiquement, on peut se dire, parce qu'on est là pour bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est une autre question. Mais personne n'oblige les gens à y aller. Personne. Ça veut dire c'est un choix. Dire que les gens, personne ne les a oubliés. Et puis la sélection a été tellement rude. Et là, c'est pareil. En France, on va dire, ah, mais ça, on n'a pas fait. Pas du tout. Il y a de toutes les écoles et tout. Le critère numéro 1, c'est tenir bon, survivre et être très fort et gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et pour la banque et pour les clients. D'ailleurs, en parenthèse, je connais très peu de clients qui se plaignent de Goldman. Vous en connaissez, vous? Souvent des gens qui gueulent à droite à gauche. Des clients corporels qui se plaignent de Goldman, il n'y en a pas. Parce qu'en général, ils sont très contents. Ou en fusion-acquisition, ou en marché. Souvent. Mais il n'y a pas que cette banque-là. Ça fonctionne partout comme ça. D'ailleurs, il y a une blague chez Goldman qui vous dit, parce qu'en plus c'est ultra politiquement correct, tu trompes ta femme ou ton mari, parce que t'es viré. De toute façon, tu bosses tellement que t'as pas le temps. Mais voilà, c'est le genre de blague, je sais qu'il y a des gens... Après, donc pour revenir à nos amis les options, qui sont des produits extraordinaires pour les expérimenter, parce que c'était ça aussi la question. Vous allez voir que vous allez passer du 2D au 3D, du noir et blanc à la couleur. Vous les petits jeunes, vous vous souvenez pas de la télé noir et blanc? Moi je m'en souviens. Je me souviens, le 21 juillet 69, j'avais 7 ans et demi, la Lune, le premier pas sur la Lune, à 3h56 du matin, la télé noir et blanc, il y avait Jean-Pierre Chapelle, il y avait deux Closet qui avaient 30 ans à l'époque, ou 40, enfin, génial, d'ailleurs ils sont morts depuis Armstrong, tous ces gens-là. Télé noir et blanc, aujourd'hui, vous avez des smartphones partout. D'ailleurs, les amis, la puissance qu'avait le super ordinateur de Saturn V en 69, c'était 4 kilo-octets. Vous entendez bien? Kilo-octets. Pas méga, giga, téra. Donc le top de l'informatique de l'époque, c'était 4 kilo-octets. Parce qu'on était passé de 1 aux IBM 1967 à 4 en 69. Kilo-octets. Vous savez qu'il y a eu quelques bugs au moment de l'atterrissage. Donc les progrès en physique n'ont pas fait. Aujourd'hui, pour aller sur la Lune, c'est 3 jours. Mais par contre, l'informatique, le business et tout. Et d'ailleurs, pour nous, utilisateurs de produits dérivés et de gestion des risques, heureusement que tout ça s'est énormément développé. On ne pourrait pas gérer des risques avec des milliers de lignes de position d'options et de dérivés si on n'avait pas la puissance informatique d'aujourd'hui. Alors certains après vont dire, ah mais voilà, c'est le monde virtuel, c'est virtuel. La perte de 4 milliards 920 millions d'euros qu'a subi la Générale et tout, qui certes a payé moins d'impôts l'année d'après, mais je vous signale que quand vous tenez une entreprise, une année où vous perdez beaucoup d'argent, l'année d'après, normalement, vous payez un peu moins d'impôts. On va dire, ah, ils ont fait des cadeaux fiscaux. Ben, en général, quand vous prenez une grosse pomme, l'année suivante, normalement, vous payez un peu moins d'impôts. Mais là, évidemment, salaud de banquier, bien sûr. Alors après, ils se sont refaits depuis. Je peux dire que ça a bien soufflé dans les bronches, hein, depuis 2008, on est déjà fin 2016, croyez-moi. Et dans un sens, toutes ces crises-là sont relativement salutaires pour le comportement humain. Et moi, j'ose dire, avec l'expérience aujourd'hui, ou peut-être la sagesse de l'âge, que malheureusement, les mauvais réflexes et les mauvais comportements reviendront, sont peut-être déjà revenus, parce que nous sommes justement des humains très imparfaits, c'est pour ça qu'il y a de la volatilité des marchés, parce que si le marché c'était que des consensus, ça se saurait. Avec les options, justement, l'avantage par rapport à du Delta One, c'est qu'on va pouvoir prendre des dépositions et réviser sa position. Parce que quand vous faites du Delta One, long short, quand vous vous bourrez, soit vous attendez que ça revienne au cours, même si ça met 10 ans, vous aurez votre profit, mais vous avez bien ramé, soit vous coupez votre position, stop loss. Et à la longue, les stop loss, ça fait mal. Il vaut mieux pas trop en faire quand même des stop loss. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voyez, on vous apprend, oui, ça monte, ça baisse. Ah, mais là, vous voyez un stop loss. Ah, mais c'est bon. Enfin, si toute l'année vous faites que des stop loss, il faut aussi faire des stop profit. Hein. Il ne faut jamais oublier ce genre de choses. Hein. Bon, après, pourquoi moi je ne mets pas de graphique et de machin? Parce que là, c'est pas grave. Parce que vous allez voir des graphiques, profit dans ce sens, machin. Alors là aussi, attention, regardez bien l'échelle. Parce qu'on vous montre des jolies courbes comme ça. Vous voyez là, cette zone, c'est la zone de perte, toute petite. Et puis là, il y a des zones de profit. Il faut bien voir à quel niveau de cours c'est. Si ça se trouve, le joli schéma qu'on va vous donner en 3D, avec des jolies couleurs, des machins et tout, avec des hypothèses complètement farfelues,
Mais ça, vous ne le savez pas. Si ça se trouve, le marché, il va aller que dans la petite zone où on est apparemment dans le petit trou, sauf que certes, le profit aurait pu être plus 50, mais le petit trou qui paraît tout petit, c'est moins 3. Et si c'est moins de 3 millions, c'est quand même énorme, ce petit trou-là, vous voyez. Et si ça se trouve, c'est resté dans cette petite zone, toute la période. Mais ça, on ne vous le dit pas. Donc là aussi, quand on vous donne des jolis schémas, des machins, des trucs 3D, ne vous laissez pas impressionner par ça. N'oubliez jamais que les affaires, c'est acheter un et vendre deux. Et honnêtement, éthique. C'est très facile à dire, c'est très difficile à faire. Moi, j'invite tous ces gens qui n'arrêtent pas de critiquer notre milieu, notre monde, blablabla, c'est immoral, c'est pas normal, le corbeau et le renard, j'avais raconté cette fable de la finance. Tout le monde plaint le corbeau, oh le pauvre corbeau, puis le renard il est rusé, il est salaud, il lui a pris son... il lui a volé. Il lui a pas volé, il a fait ça dans le marché, aux yeux et vous tout le monde, il l'a flatté, il a ouvert la bouche. Eh oui, il l'a flatté, l'autre il était content d'être flatté, et l'autre il lui donne son fromage. Il lui a donné, mais voilà. L'autre il est long, et puis le corbeau il est devenu short. Et d'ailleurs la morale de l'histoire, on ne m'y reprendra pas, le corbeau dit. Et pourtant, on défend toujours le corbeau. C'est vrai qu'en France, on aime bien défendre les corbeaux, mais ça c'est une autre histoire. Là je commence à rentrer dans des choses plus... comment dire? Bon. Eh bien oui, il faut être un peu renard, caméléon. Et surtout, ne soyez pas corbeau. C'est-à-dire qu'en clair, si quelqu'un vous flatte, vous montre un joli graphique et machin, attendez, ça va aller là, ça va le faire là. Là, vous me dites que là, ça va gagner, c'est une hypothèse absolument. Ah oui, mais la proba nous dit que, oui, c'est la proba, c'est 3%. Mais 3%, c'est 3%, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est dans une logique totalement pragmatique, je vais dire de paysans. Crédit Agricole, qui a racheté un de Suez, moi je me souviens, il y a eu des fusions de banques, BNP Paribas, super réussi et grâce à Perrault, Crédit Agricole a Suez, les chaussures marron contre les chaussures noires, les ploucs contre les stratèges de l'argent, comme disait Madame Deneuve en 87, enfin, sauf que eux, ils étaient pompés de plus de 500 millions de dollars sur le Forex et tout, donc les gens élégants, ils prenaient le pognon, et puis les bouseux, là, l'agricole, tout ça, eux, ils gagnaient plein de fonds. Il ne faut jamais oublier que dans le capitalisme, c'est qui est le créancier net final, les Chinois en l'occurrence, on va reprendre ça dans la con de 15 heures, ou qui détient le capital ou la majorité. Vous savez, tous ces gens qui veulent faire du collaboratif, vous voyez tous ces trucs là, un peu politiquement correct, crowdfunding et tout, mais ils réinventent le capitalisme. Collaboratif, ben, c'est actionnaire, participatif, ben oui. La FIFA, tout ça, forcément que c'était corruptible. Une voix, un pays, vous soyez l'Allemagne, grand pays de football et de plein d'autres choses d'ailleurs, autant de voix qu'un tout petit pays. Ben, vous allez voir les mêmes, vous leur frottez le dos, leur donnez une coupe du monde, ben, les mecs votent pour vous. C'est de la corruption, forcément. Mais il n'y en a pas qu'un, c'est un peu tous, quoi. C'est pas moi, je suis un petit footballeur, l'autre c'est un pourri, et puis pas moi. Ben, attendez, non. Quand on est dans un circuit, on est dans un circuit. Donc on va dire qu'on va essayer de former les Elliott Ness de la finance, vous vous souvenez, les incorruptibles. Alors après on va dire il est fou Castel, peut-être un peu. Je suis d'origine espagnole, donc un peu Don Quichotte. Croyons-y aux règles, aux droits, parce qu'une société organisée et démocratique est une société de droits et de règles. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de règles dans les marchés dérivés, il n'y a que ça, balle 1, balle 2, balle 3, des tas de contraintes, mais ce ne sont pas des contraintes, ce sont des garde-fous de sécurité. Heureusement, c'est un peu des firewalls, vous voyez. Je vois monsieur qui est pompier, mais justement, heureusement qu'il y a des garde-fous. Heureusement qu'il n'y a pas que des fous furieux. Heureusement qu'il y a des gens qui nous disent qu'il ne faut pas qu'ils fassent que de la dette et de l'inflation. Les assignats de l'eau 1717, et là je suis en train d'aller sur l'autre conférence. Heureusement qu'il y a des gens sages. Alors Dalai Lama, lui, il est sage. Et pourquoi nous, les banquiers et les financiers, on ne serait pas sages? Une finance propre est une finance sage, neutre. La monnaie est neutre. La monnaie est là pour faire 2 plus 2 font 4, et non pas 5 sur principe, et non pas 3. C'est l'équité des échanges. Que l'on soit de droite, de gauche, communiste, capitaliste, musulman, juif, chrétien, homme, femme, blanc, jaune, noir, 2 plus 2 font 4. Ça s'appelle le chiffre, ça s'appelle la science. Et ce chiffre doit être audité, contrôlé, vérifié. C'est ça la vraie finance. Au service de l'économie. La finance, c'est le passif, capital plus dette, qui doit financer l'actif, les actifs réels, l'économie réelle.
Et si vous faites un peu de compta, vous avez l'égalité entre les deux. Là, l'économie réelle qui est égale à l'économie financière. Alors, plus de finance. Alors quoi? Le troc? On fait comment? Comment on fait les échanges dans un monde de 7 milliards d'habitants? Comment on les fait, les échanges, s'il n'y a plus de finance, s'il n'y a plus de banque, s'il n'y a plus d'argent? Effectivement, il y a des voleurs, il y a des voyous, il y a des individus, il y a des délinquants. Bien sûr, il y a des racailles de partout, en bas et en haut. Eh bien, faisons du droit pénal financier coercitif. C'est toujours été ce que j'ai dit et re-redit depuis des années, avec des règles, et justement dans un monde extrêmement interpénétré, avec des techniques de gestion des risques, parce que les actifs et les passifs bougent, parce que justement on est dans un monde interpénétré. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Parce qu'on arrête tout ça. Plus de finance, plus de monnaie, que du troc, économie fermée, l'imagino. On a vu à quoi ça menait. Ultra-inflation, des milliards de marques pour acheter un bretzel. 1923, on a vu la suite, l'ultra-inflation. Ça suffit, tous ces discours, je dirais, cool, sympa, plus de cravate, plus de... Non, il est temps de remettre des règles, de l'ordre, de l'efficacité. Et croyez-moi que le système l'est. On ne parle que des avions là qui se crachent. Tous les jours, il y a des milliards de... EDF, prenons l'exemple d'EDF, Électricité de France, depuis 1983, ça date pas d'hier, ça fait 33 ans, à une salle des marchés énorme, font de la gestion de risque de change, de taux, avec des dérivés, tout le monde le sait, c'est pour ça que je le dis. Il faut bien comprendre que tout le monde fait ça, parce que ça s'adapte à un monde en mouvant tout le temps. Si on arrête tout ça, il n'y a plus d'échanges internationaux, fluides, il n'y a plus que des échanges qui se feront finalement avec du troc, il n'y a plus que de l'artisanat, donc on revient en arrière. Est-ce que c'est ça que l'on veut? Est-ce qu'on veut une économie financière non scientifique? Est-ce que l'on veut une économie qui ne soit pas scientifique? Le progrès, c'est la science, c'est le chiffre de plus 2 pour 4. Mais ce n'est pas que ça aussi. C'est suivre les règles. C'est à la fois le chiffre et les règles de droit. Je crois que j'ai dû dépasser, me semble-t-il, il est 3h moins 20. La prochaine conférence est à 15h en salle 1. Donc pour conclure, les options, si vous êtes débutant, que vous n'en avez jamais fait, même si vous avez fait beaucoup de Delta One, et je pense que parmi vous, il y a des gens qui gèrent des portefeuilles de futurs, d'actions depuis longtemps. Les options, ça se traite comme des options, pas comme du Delta One. C'est une erreur monumentale de penser que les options vont se gérer de la même façon que vous faites peut-être pour certains depuis 30 ans, voire 40 ans. Ça ne se gère pas de la même façon. Il faut apprendre la gestion spécifique des options. Ça, c'est très important. Et une fois que vous aurez appris ça, vous verrez l'ampleur, effectivement, de la gestion des risques que vous pourrez faire par rapport à vos portefeuilles boursiers en tant que couverture mouvante. Mais de grâce, ne faites pas d'options si vous ne comprenez pas les options, si vous ne rentrez pas dans les options. Si vous pensez gérer vos options comme vos futurs ou vos actions, c'est une grave erreur. Mais par contre, c'est très très utile de le faire une fois qu'on a pris le temps de se mettre dedans. Ça prend du temps, hein, ça prend même plusieurs années, faut pas se faire d'illusions. Hein, tout le monde dit mais c'est facile tout ça, un peu pas. Non, c'est pas si facile que ça, vous allez voir. Mais une fois qu'on a compris les bases, eh bien on commence justement comme un débutant, mais en tant que gérant d'options, et les particuliers peuvent le faire. Et il y en a d'ailleurs beaucoup qui le font. Il faut savoir que dans les grandes banques d'investissement, les Merrill et tout, vous avez ce qu'on appelle des no-name accounts, qui gèrent des options comme des fonds et tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des optionneurs qui font ça depuis des années, qui ont appris ce métier-là spécifique, hein, de gamateur comme disent certains d'ailleurs, enfin, c'est ultra jargonné. C'est pour ça d'ailleurs que ça effraie tant, parce qu'on va se dire mais c'est pas possible, c'est tout un monde. Et effectivement, c'est un monde totalement passionnant et génial, mais voilà. Donc, je vais conclure. Merci à vous. Donc, on se rejoint dans 20 minutes pour la conférence sur le quantitative easing, le Brexit. Et effectivement, va-t-il y avoir un krach obligataire? Parce que les taux sont à 0. Jamais il y a eu autant de déficit. Et c'est franchement pas normal. Donc, on va en discuter. Et vous allez voir la conclusion que je vais vous faire sur cette conférence. Merci à vous. En tous les cas, merci de votre écoute.